de développement personnel, il y a une différence entre les 2. Alors, c'est une petite différence de geek et je l'aime bien. Aller chez un psychologue, c'est un peu, comme faire du Minecraft, en fait. Vous avez un champ très, très libre, vous pouvez construire, déconstruire, aller à droite, à gauche. C'est un petit peu comme cet open universe qu'on a aussi dans Virbella, on fait un petit peu ce qu'on veut. On peut avancer dans une direction ou pas, etc. Le coaching, il s'est orienté vers un objectif. Donc, vous venez avec une difficulté ou avec quelque chose que vous ne parvenez pas à réussir. Et parce que vous ne parvenez pas à l'atteindre, on va essayer de casser les obstacles. Donc, c'est un peu plus comme du Hungry Birds. On vient avec un cadre défini, on va exploser les obstacles pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et on travaille sur un nombre de séances qui est limité en général, qui est très différent du psychologue, où ça peut être vraiment open bar, ça peut durer très très longtemps. Et on utilise bien évidemment au travers du coaching des outils. Et parmi ces outils, c'est des outils les plus ludiques possibles. Le but, c'est que la personne, elle s'amuse un petit peu dans la découverte d'elle-même. Et donc, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est un outil en particulier qu'on utilise, qui vient de Jung et qui s'appelle le parts work, donc le travail des parties. Donc, une petite chose à savoir, Jung, c'est la même période à peu près que Freud, c'est la psychologie analytique, c'est la psychologie qu'on dit archétypale, c'est-à-dire c'est celle où il a défini lui aussi des grandes lignes comme Freud avait fait avec le moi, le ça, le surmoi, etc. Lui, il définit qu'on est splitté en deux entre notre ego et nos ombres. À chaque fois qu'on va repousser quelque chose du monde extérieur, et bien quelque part, en fait, on va le pousser à l'intérieur. Alors, il faut savoir que Jung, il y a une dimension très spirituelle dans sa façon de faire de la psychologie, où il considère que on est tous un, c'est-à-dire que je suis moi et je suis aussi vous, et vous êtes moi aussi en même temps. Et puisque vous êtes moi en même temps, vous avez la capacité à être moi l'espace d'un instant ou plusieurs instants si vous le voulez, et j'ai la capacité d'être vous, c'est-à-dire de rentrer dans une presque parfaite empathie avec ce que vous êtes en train de vivre. Donc d'après lui, lorsqu'on rejette quelqu'un, en fait, on rejette la partie de nous à l'intérieur de nous qui est cette même personne. Imaginez, vous êtes végane dans un monde de carnistes, je parle pour moi-même. Et donc, vous entendez très très souvent des tas de gens qui vont vous dire oui, mais j'aime la viande, etc. Alors que vous-même, vous avez vos propres principes. Quelque part, si vous rejetez les gens qui sont des carnivores, eh bien, vous êtes en train de rejeter la partie de vous-même qui est carnivore, parce qu'il faut le reconnaître. Des fois, on est un peu carnivore au fond de soi. D'ailleurs, beaucoup de véganes étaient des carnivores avant de l'être. Et donc, on utilise cet outil psychologique qui est le parts work pour se permettre de parler avec ces aspects de nous qu'on a mis dans nos ombres. Et ça vaut pour un petit peu tout, c'est-à-dire que quand on est dans une situation où on ne s'entend pas avec quelqu'un, eh bien quelque part, il y a une partie de nous qui est cette personne. Et puisqu'il y a une partie de nous qui est cette personne, on pourrait la ressentir en nous. Et en la ressentant en nous, on pourrait prendre un certain recul sur ce qu'elle est en train de vivre. Alors je vais revenir un petit peu sur la généralité. Le part-work, c'est aussi ce qu'on appelle du channeling, des fois, où c'est utilisé par les acteurs studio. Vous savez, vous avez peut-être entendu parler de certains acteurs qui ont tendance à se mettre à se personnifier complètement dans leur personnage, à essayer de vivre complètement leur personnage, comme par exemple Viggo Mortensen qui avait fait ça pour Le Seigneur des Anneaux. On le retrouve chez de très très grands acteurs qui font ça régulièrement. Et c'est aussi quelque chose qu'on fait dans le jeu de rôle ou dans le grandeur nature en particulier, où on va se mettre à expérimenter une vie de quelqu'un d'autre. Parfois, on va même changer de sexe, on va changer de genre. Et on va se permettre de ressentir, vraiment ressentir et sincèrement ressentir ce qu'on vit à la place de quelqu'un d'autre. Et en fait, pourquoi faire ce travail? Alors, je vous explique un petit peu rapidement pourquoi est-ce que je parle de ce sujet-là. C'est que, quelque part, imaginez que vous avez votre pire ennemi et que tout d'un coup, vous apprenez à tellement bien le comprendre que vous vous mettez à apprendre ce qu'il sait faire. C'est-à-dire, vous vous mettez à avoir la capacité à comprendre son empathie, sa souffrance, entre autres choses, mais aussi peut-être comprendre son point de vue, son opinion. Et du coup, si on voit le monde avec des espèces de splits tout le temps qui sont manichéens, avec les gentils, les méchants, Batman d'un côté, Joker de l'autre, imaginez un monde où vous prendriez le meilleur des Batman, hein, je vous laisse choisir lequel, hein, vous avez le droit de voter si vous voulez. Si vous prenez le meilleur des Batman et le meilleur de Joker, vous imaginez comme le monde il serait vachement cool si on arrivait à unir ces deux personnes ensemble. Alors, vous avez vu le dernier film Joker, comme il était émouvant, comme il a apporté quelque chose qui était presque une révolte populaire, hein. Beaucoup de gens ont eu peur de ça, mais quelque part il nous a un petit peu réveillé ce film. Et imaginez si les deux ils marchaient main dans la main, s'ils avaient la capacité de marcher main dans la main.
Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions jusque-là? Est-ce que je vous ai pas déjà trop perdu? Parce que je sais que c'est un festival de geeks, du coup là on parle psychologie, donc je sais pas si ça vous plaît, si vous avez déjà des choses où vous êtes perdu. Il y a des gens qui tapent. Il y a quelqu'un qui est en train de taper, j'ai l'impression. Alors, j'aime bien ce terme occulte, il est bien utilisé. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé que c'était de l'occultisme en fait. Il y a beaucoup de psychologues qui avaient une double dimension, qui avaient un diplôme de psychologie et de philosophie. Et je pense que un petit peu, si on y réfléchit, dans la pyramide de Maslow, la psychologie, elle doit s'accompagner de philosophie, mais elle peut aussi, et beaucoup, s'accompagner de spiritualité. Il y a un livre qui a été écrit par Boris Cyrulnik qui parle justement de Dieu, ce rapport psychanalytique qu'on a à Dieu, et que le côté pas obscur, mais on va dire peut-être ésotérique un petit peu dans la psychologie est parfois très utile. Il y a des tas de gens qui arrivent beaucoup mieux à sortir d'un trauma parce que justement, on fait appel aux ressources qu'ils ont presque divines en eux, c'est-à-dire une certaine forme de foi qu'il y a quelque chose de plus grand, plus beau qu'eux, et qu'ils ont un sens de leur vie qui est caché, mais qui est là, et c'est certain. Ça leur permet d'avancer. Alors j'espère que j'ai un peu répondu à ton... Je ne sais pas si c'était une question, c'était peut-être plus une remarque avec des points de suspension. Voilà. Donc je vais revenir un petit peu. L'outil et l'utilité en fait de cet outil du Partswork, c'est d'apprendre en fait à avoir un espèce de dialogue intérieur, parce qu'on dit souvent je suis plusieurs dans ma tête, et en fait c'est vrai, on est tous plusieurs dans nos têtes. La problématique que les gens ont quand ils ont des dédoublements de personnalité, c'est précisément que ces parties, elles savent pas du tout qui elles sont, et elles reprennent, chacune reprend le contrôle. Le but là, c'est d'avoir un forum, c'est d'avoir vraiment tout un ensemble de personnalités qu'on a à l'intérieur de nous qui sont capables de dialoguer en même temps et qu'on écoute. Donc ça va favoriser quelque chose qu'on appelle le dialogue intérieur, qui a été prouvé comme une très bonne méthode pour se développer personnellement, mais surtout aussi mettre le doigt sur ses souffrances intérieures et peut-être de temps en temps résoudre certains conflits qu'on a eu avec des gens qu'on n'a jamais réussi à résoudre. On a tous fait ce truc, on est en train de parler sous la douche pour refaire le dialogue qu'on avait avec quelqu'un avec qui on s'est pris la tête, parce que quelque part, ça nous aide à résoudre quelque chose. Donc si je peux vous donner un conseil dans la vie, continuez à parler tout seul. Ça fait beaucoup de bien et ça fait partie des meilleurs outils psychologiques qui existent. Voilà. Le problème, c'est que quand on a plein de contradictions à l'intérieur de soi et on ne s'en rend pas compte, forcément, on a du mal à prendre des décisions. Le choix devient difficile. On peut aussi prendre des décisions de façon très très lente. On a besoin de comparer le pour, le contre. Et puis, c'est quelque part, quand on n'a pas conscience de ces splits qu'on a à l'intérieur de nous, nos aspects ombrageux, entre guillemets, eh bien, on a une méconnaissance de ses propres potentiels. Parce qu'on a des choses qu'on peut développer comme ça. Alors, on va parler un petit peu vraiment pratique, clair et net. Comment ça fonctionne dans une séance de Partswork? Eh bien, on prend deux chaises, on installe la personne au milieu des deux chaises, debout de préférence. Et on va prendre deux aspects polarisés de cette personne. Par exemple, qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple qui ne serait pas non plus des choses trop personnelles que je vois en session? Par exemple, je n'arrive pas à me décider dans le futur job que je veux faire. D'un côté, je sais que ça ferait plaisir à mes parents que je le fasse, je sais que moi, ça pourrait me rapporter beaucoup d'argent, mais en même temps, je ne sais pas si ça me plaît, j'ai une carrière d'artiste peut-être à côté que j'ai envie de développer, etc. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre ces deux aspects de la personne, celle qui veut faire plaisir aux parents, et puis celle qui ne veut pas faire forcément plaisir aux parents, mais qui voudrait se développer artistiquement, et on va les faire dialoguer. Donc on va faire que la personne, elle va se lever, elle va venir s'asseoir dans une des chaises et elle va enrôler un de ses personnages et on va l'écouter, on va noter et on va essayer de prendre en compte ses besoins, c'est-à-dire essayer de comprendre quels sont les besoins qu'elle a cette partie-là. Et puis on va faire, ensuite la personne va se redresser, elle va aller dans le deuxième siège, elle va personnifier l'autre personnalité et on va faire la même chose, on va capter un petit peu ses besoins. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher un mi-chemin entre ces besoins. C'est-à-dire que chaque partie va devoir avoir satisfaction d'une certaine manière, mais peut-être que chaque partie va devoir faire des compromis. Et en fait, faire ça, c'est un peu du jeu de rôle. C'est pour ça que le jeu de rôle, c'est extrêmement thérapeutique. C'est parce que quelque part, ça nous permet des fois d'endosser des choses qui sont à l'intérieur de nous.
qu'on voit pas très très bien. Il y a un mythe qui est assez connu, en fait, qui est un peu le docteur Jekyll et Mr Hyde. On met beaucoup de choses dans ses ombres parce qu'on a peur de ce qu'on va en faire. Et en fait, on découvre souvent avec des exercices comme le partoir qu'on peut se permettre d'endosser des rôles qui sont extrêmement sombres, l'espace d'un instant, ne serait-ce que pour voir quelle personne on serait dans ce rôle-là. Par exemple, se mettre à la place de, je ne sais pas si vous avez un boss tortionnaire, eh ben, peut-être vous mettre à la place de ce boss tortionnaire pendant un instant et de vous laisser le vivre. Ça vous permet peut-être déjà de le comprendre et de savoir un petit peu qu'est-ce qu'il ressent en fait dans cette position-là. Est-ce qu'il y a une satisfaction? Est-ce qu'il y a une véritable sadisme? Alors, évidemment, on a tous des filtres. Hein. Quand on fait ce genre de choses, au début, on est en mode où on se dit oui, mais alors c'est un tortionnaire, donc c'est obligé, c'est un gros sadique, donc je vais le personnifier sadique. Mais en fait, dans le travail du partoir, il y a un moment, il y a quelque chose de très naturel qui se produit, c'est-à-dire qu'on se met complètement à se glisser dans le personnage dans lequel on est en train de rentrer. Et on se laisse porter par des émotions dans lesquelles on est en train on passe par ces émotions, en fait, et puis des fois, on découvre, en fait, des fois qu'il y a une très grande tristesse, qu'il y a une très grande colère, qu'il y a une très grosse envie de contrôle, une très grande peur de perdre du contrôle. Donc c'est un outil qui permet vraiment de découvrir beaucoup de choses et d'améliorer ses relations au sens large, parce que quand on arrive à comprendre son ennemi, bah, quelque part, on arrive beaucoup mieux à s'en prémunir, mais aussi on arrive beaucoup mieux à savoir comment interagir avec lui, en étant peut-être bienveillant. C'est-à-dire que si la personne elle a peur de perdre le contrôle et que en face vous savez ça et que vous venez la voir en lui disant écoute, je comprends que t'as pas envie de perdre le contrôle, bah écoute, qu'est-ce que je pourrais faire pour te laisser un peu de contrôle, mais pour que tu me laisses le contrôle que j'ai besoin d'avoir moi. Et du coup, en faisant ça, vous allez peut-être pouvoir l'interroger, cette personne, et dialoguer avec elle, et lui dire, bah, éclaire-moi en fait sur tes besoins, et elle-même, elle va peut-être dialoguer avec vous en disant, bah oui, mes besoins, c'est là. Ça va permettre du coup de peut-être révéler une certaine vulnérabilité de cette personne. Voilà. Euh, Tout à l'heure, il y a une autre conférence qui était intéressante. Alors, j'ai pas envie d'entrer dans 50 milliards de détails parce que c'est très long et je pourrais parler des heures et je me connais. Et je voudrais vraiment que ça soit un petit peu interactif. Donc, je vais vous poser quelques questions dans le public. Mais tout à l'heure, on a parlé un petit peu de triangle de Karpman, donc je vais rapidement dans une autre conférence qui était le principe du rôle des personnages de Camelot dans l'histoire en fait, et ils avaient pris le thème Lancelot avec ce profil du sauveur en fait dans le triangle de Karpman. Alors est-ce qu'il y a des gens qui savent ce que c'est que le triangle de Karpman ici? Non, ok, je vais le faire très rapidement. Le triangle de Karpman, c'est un triangle qui est appelé comme un triangle dramatique de Karpman, qui définit beaucoup nos relations avec les gens, qui font que très souvent, on va prendre une position soit de victime, soit de sauveur, soit de persécuteur. Et ces trois positions dans le triangle dramatique de Karpman, c'est des positions de contrôle et de pouvoir. La position de la victime, elle a le contrôle, et c'est dingue, hein, parce qu'elle apitoie les personnes autour d'elle. Elle va garnir le contrôle en apitoyant les gens autour d'elle. Le sauveur, elle va rendre dépendant les gens autour d'elle de son soin, etc. Et le persécuteur, il va canaliser ses propres peurs et ses propres colères dans ses réactions, en donnant des leçons, en étant très désagréable, en pilotant les discussions, etc. Pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que dans ce partwork aussi, parfois, on va se retrouver à essayer de personnifier des personnalités, c'est-à-dire se dire, je vais être le sauveur dans cette situation, tiens, et puis là, tiens, je vais être la victime, puis là, tiens, je vais être le persécuteur. Donc le partwork, c'est très très large, et on peut faire beaucoup de choses avec. Alors il y a une petite question, j'ai l'impression, dans le chat, je n'arrive pas à lire. Persécuter, on dit plus victime que persécuter. On parle plus souvent de victime parce qu'on veut vraiment qu'il y ait un rôle de responsabilisation de la victime qui est celui qui attire quelque part le persécuteur ou le sauveur par son comportement, de dire qu'il est une victime perpétuelle, qu'il lui arrive tout le temps des problèmes, etc. Donc oui, on parle à peu près de ce triangle-là. Vous en avez peut-être entendu parler dedans. Ok. Euh, Maintenant, je vais essayer d'être un peu le facilitateur. On va être un petit peu en mode, Est-ce qu'il y a l'un d'entre vous dans le public qui aurait une partie de lui qu'il n'aime pas du tout, mais pas du tout. Il y a quelqu'un qui veut se lancer. On a quelqu'un, je crois, qui a dit oui. Très bien. Moi, oui. Alors,
moi, oui, donc en Est-ce que tu peux allumer ton micro? Est-ce qu'on peut le faire en petite... ou est-ce que tu peux échanger un petit peu? Voilà, donc tu as allumé ton micro. Ok. C'est quoi cette partie que t'aimes pas du tout? Est-ce que tu peux nous la résumer en deux, trois mots? Alors, je ne sais pas si tu essayes de taper ou si tu... je suis en train de lire en fait quelqu'un qui a dit, qui a écrit quelque chose, un proverbe africain dit, on a tous quelque part un petit coin qui sent mauvais. Oui, un joli petit... euh, Alors du coup, on a quelqu'un qui s'est porté volontaire. Est-ce que tu peux peut-être te lever? Peut-être comme ça on pourra te le voir. Je ne sais pas. Et je me suis... Vous vous êtes endormi? Ah, ça y est, je vois quelqu'un qui est debout. Très bien. Ok. Tu veux venir sur la scène? Viens. Ok. Est-ce que tu as débloqué ton micro? On t'entend pas en fait. C'est génial. C'est une façon de personnifier un petit peu le personnage inverse, en fait. C'est d'être cette personne qui n'est pas réservée. Alors, je vais te demander, l'espace d'un instant, juste de te concentrer et d'essayer d'imaginer que en fait, tu es quelqu'un qui a totalement confiance en lui. Et là, tu es sur scène, tu es face à tout le monde. En plus, avec l'expérience virtuelle, tu peux le voir, tu as beaucoup de gens dans le public. Un petit peu d'autodérision. Euh, qui du coup, tu te mets dans cette personnalité et j'aimerais bien que tu nous dises qu'est-ce que tu ressens quand tu es là. C'est bien, il se met directement devant le micro, c'est intéressant. En fait, je sais pas quoi dire tout simplement. Mais c'est pas mal. Mais du coup, qu'est-ce que tu ressens? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu te sens nerveux? Est-ce que tu te sens heureux? Est-ce que tu te sens soudain comblé? Est-ce que tu as envie de te mettre dans un trou de souris? Qu'est-ce qui se passe quand tu es quelqu'un qui a totalement confiance? Bah déjà, j'appuie sur le bouton pour allumer le micro, c'est déjà bien, je pense. C'est déjà très bien, exactement. Ok. Ok. Qu'est-ce que tu ressens d'autre? Est-ce que tu ressens quelque chose physiquement dans ton corps? Bah, je suis en train de bouger les jambes comme un stressé. Ok, très bien, très bien. Et comment ton corps il est? Est-ce que tu es redressé dans ton siège? Est-ce que tu te sens la tête haute? Bah là, que vous en avez parlé, je me suis redressé, mais Ah, avant j'étais un peu, on va dire, penché en avant. bah, si tu es quelqu'un qui a confiance en lui, peut-être que tu peux essayer de te redresser justement, de te mettre dans cette position et de te présenter. Et maintenant, j'aimerais te demander de quoi tu as besoin. Tu es cette personne qui a terriblement confiance en elle. De quoi tu as besoin? Aucune idée en fait, j'essaye de chercher, mais Il ne faut pas que tu cherches avec ton cerveau, il faut que tu cherches avec ton cœur et avec ton corps. Là maintenant, tout de suite, de quoi tu aurais besoin tout de suite? Comme vous le voyez, le travail de thérapeute, hein, c'est beaucoup d'écoute, des fois c'est beaucoup de silence. Mais les silences, c'est toujours bon signe chez les thérapeutes, ça veut dire que la personne, elle est en train de réfléchir, elle est en train de chercher quelque chose de nouveau, elle est en train de chercher une nouvelle ressource en elle. Mets-toi vraiment dans ce rôle. Imagine pendant un instant là que tu es quelqu'un qui a totalement confiance, genre que tu es peut-être même ton héros, quelqu'un que tu admires totalement. Tu es à sa place, tu t'es glissé à l'intérieur de lui-même. Et du coup, tu es face à ce public. De quoi tu as besoin par rapport à ce public?
Et t'as de la Je chance, ouais. dirais de me sentir utile, de De faire te quelque chose de sentir bien. utile, de te sentir utile et de faire quelque chose de bien. De te sentir utile pour que les gens ils te donnent un sens à ta vie, ou de te sentir utile pour que tu te sentes aimé, ou de te sentir utile parce que, bah voilà, c'est rigolo pour toi de se sentir utile. Je dirais utile pour donner un sens à l'existence, en fait, hein. Mhm. Donc tu vois que quand tu fais cette... Tu m'excuses, hein, je te tutoie, je t'invite à me tutoyer aussi, hein. Euh, Tu vois que quand tu fais cet exercice, tout d'un coup, quand tu te mets à personnifier la chose que tu n'es pas du tout, comme tu l'as dit, tu es quelqu'un de très timide, tu n'aimes pas du tout cette personnalité timide que tu es, ben quelque part, ton besoin, là, c'est de te sentir utile et d'avoir un sens à ta vie. Eh bien, je vais te proposer maintenant quelque chose qui est, tu vas basculer de l'autre côté, tu vas être cette personne extrêmement timide et tu vas te permettre de vivre dans cette émotion de manière extrêmement forte. Tu es devant tout le monde, tu es quelqu'un d'extrêmement timide. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as plus du tout confiance en toi. Tu es cette partie que tu n'aimes pas du tout. Et du coup, qu'est-ce qu'elle fait quand tu n'aimes pas du tout cette situation? Où est-ce que tu te mets? Mais tu te recules déjà, tu te tournes vers moi, tu te tournes vers les autres. J'imagine que ton petit personnage, il joue un petit peu ton rôle à toi. En fait, c'est ce que je viens de faire. Je reste devant tout le monde, mais je dis rien, en fait. D'accord, tu restes muet. Très bien. Maintenant, de quoi tu aurais besoin en étant dans cette position-là? Mais quand on s'intéresse à moi, si on commence à me parler, souvent je réponds. Je vais Qu'on pas s- déclencher moi-même. qu'on Et- s'intéresse à toi. C'est intéressant ce que tu es en train de dire. Alors, c'est un truc qui est intéressant parce qu'en en fait, on a tous envie qu'on s'intéresse à nous, hein. C'est tout à fait normal, hein. Aujourd'hui, si notre société a un syndrome narcissistique qui est tellement puissant, c'est parce qu'on a tous besoin d'attention, hein. On en a tous vraiment besoin, on aime tous être remarqués. Donc, ce que tu dis là, c'est quelque chose d'authentique, quelque chose de vulnérable et quelque chose de vrai et qui en fait nous concerne tous. Tous les gens qui sont dans le public, je pense qu'ils peuvent se reconnaître dans un instant dans ce que tu es en train de dire, c'est-à-dire ils sont vus. Et toi, tu es vu à ce moment-là. Donc finalement, tu es quand même quelque chose de timide d'un côté, qui a besoin d'être vu, et de l'autre côté, tu as une partie de toi, quand tu appelles cette ressource, qui est quelqu'un qui n'est pas timide du tout, mais qui a aussi besoin d'être vu. On se rend souvent compte quand on fait un travail de partwork comme ça qu'on révèle euh, des parties opposées qui en fait ont un but commun ou un besoin commun. Et du coup, ça permet souvent de s'harmoniser dans sa vie et d'aller dans une direction de façon plus saine en confrontant les parties extrêmes qu'on a à l'intérieur de toi. Je te remercie beaucoup. Je ne me souviens pas de ton prénom. C'est Zygocide, c'est ça? Oui, le prénom c'est Sydney, en fait, Sydney. Eh comme bien, Sydney, je l'Australie. te remercie beaucoup pour ta participation. J'ai fait ça très rapidement pour faire une démonstration. Tu as été un super participant. Si tout le monde pouvait clapper dans le public, voilà. Et Delphine et Diane qui nous avaient fait ça. C'était un beau travail. Donc, j'ai fait ça très rapidement. C'était très authentique et quelque chose de très simple que j'ai pris. Et c'est pour vous donner un petit peu une idée de pourquoi le jeu de rôle, c'est vachement nécessaire et vachement utile. Et que d'endosser dans les jeux vidéo, comme dans les jeux de rôle, comme dans les jeux de rôle grandeur nature, des rôles qui sont très 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 différents de ce qu'on est soi-même, ça nous apprend énormément sur nous-mêmes. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je vous ai bluffé ou vous êtes endormi? Vous avez faim? Ouais, ouais, c'était super, vraiment super. Tu peux te féliciter, tu as fait un pas en avant en faisant 10 minutes de coaching. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui, allumez vos micros hein, si vous voulez. J'ai eu des gens qui étaient anosmiques. J'ai pas encore eu des gens qui étaient sourds et muets. J'ai une personne avec qui je travaille qui est psychologue qui, elle, a des problèmes de surdité.
Et c'est elle qui m'a recommandé d'utiliser un micro ASMR parce que justement, elle m'entendait beaucoup mieux comme ça. Donc je travaille avec des amis qui sont dans ce cas-là, mais non, je ne suis pas encore tombée sur des gens qui avaient des surdités. J'avoue, je suis extrêmement curieuse. Je suis persuadée que notre cerveau a beaucoup de capacités et que là où on pense avoir des handicaps, parfois on n'en a pas tant que ça, et que notre cerveau il est capable de compenser beaucoup de choses. Et que j'aimerais beaucoup travailler avec quelqu'un en faisant ces travaux de partswork, justement, pour voir si on pouvait essayer de révéler des parties d'eux qui surmontent le handicap d'une façon différente de ce dont ils ont l'habitude. Cette curiosité-là qui m'intéresse. D'autres questions? En fait, on ne devrait pas trouver de différence, en fait. On ne devrait pas. On est basé sur un même système déontologique, le même respect de la confidentialité, le même dynamisme. Je dirais que chez un coach, on va trouver peut-être plus souvent un espèce d'aspect provocateur, parce que déjà, comme c'est un mécanisme d'action, il faut mettre des actions en place, et du coup, ça se passe au quotidien, et on va changer des habitudes. Il y a un côté peut-être un poil plus autoritaire. Je dirais qu'il faut un aspect aussi plus pédagogique parce qu'on est là pour apprendre à la personne à devenir son propre coach interne, alors que le psychologue, des fois, il peut vous apprendre à être votre propre psychologue interne, mais c'est pas son rôle. Il est là pour être d'une écoute vraiment sans limite. Alors que le coach, il n'est pas là pour être d'une écoute sans limite. Il a une écoute, mais pas une écoute qui va être infinie, puisqu'il y a un certain nombre de sessions et qu'elles sont limitées dans le temps. Donc, ce qu'on va trouver comme qualité chez un coach, c'est évidemment l'écoute, c'est la capacité à bien comprendre la personne en face, mais surtout, je dirais, ouais, à le provoquer. Je dirais que la différence réellement qu'on voit entre les deux, c'est ce petit côté provocateur. Le provocateur, alors tout à l'heure, je parlais du triangle de Karpman, on va évoluer un petit peu. Le triangle de Karpman, vous vous souvenez, victime, sauveur, persécuteur. Il y a un niveau qui s'appelle le triangle de Karpman amélioré, sur lequel j'ai travaillé avec d'autres personnes, qui dit que, en fait, il y a des qualités dans le fait d'être un persécuteur, il y a des qualités dans le fait d'être un sauveur, il y a des qualités dans le fait d'être une victime, parce que quelque part, c'est une partie de notre cerveau qui est capable de réfléchir d'une certaine manière. Le persécuteur, comme il canalise ses propres douleurs et ses propres colères, il a quand même un truc vachement utile, il bouscule les gens. Et du coup, comme il bouscule les gens, de façon améliorée, faire un triangle de Karpman, on est provocateur. On va proposer de provoquer les gens, on ne va pas les provoquer sans qu'il l'ait demandé, en tout cas sans qu'il l'ait accepté. Alors que le persécuteur, il va le faire sans qu'on l'ait accepté. Pareil, dans le rôle de sauveur, il y a des qualités. Mais en tant que thérapeute, on dit qu'on ne doit pas être sauveur, on doit être facilitateur. C'est-à-dire qu'on doit aider l'autre à trouver ses propres solutions à l'intérieur de lui-même. On ne doit pas lui suggérer ses solutions, mais on peut l'aider au moins à réfléchir, on doit l'aider à planter quelques graines dans son jardin pour que des idées poussent et que du coup que cette personne choisisse ce qui est sa solution. Et enfin, en général, sur l'aspect victime, eh bien, on devient le penseur libre. C'est-à-dire que la victime, elle met un sens sur ce qu'elle a vécu, qui est assez négatif, mais elle va y mettre un sens. Elle va se dire, oui, mais c'est parce que j'ai la chkoumoune, ou bien elle va dire, c'est parce que j'ai pas de bol, ou bien c'est parce que je suis une pauvre personne, ou bien parce que je suis trop gentil, etc. Alors que le penseur libre, il va se dire, non, ça m'est arrivé parce que j'ai pas été forcément très prudent à réfléchir à cette situation. J'ai décidé d'y mettre un autre sens qui est, c'est quelque chose d'anecdotique, ce qui m'arrive dans ma vie. Et donc, par conséquent, j'ai appris quelque chose de cette situation qui était problématique, mais ça ne me définit pas, ça ne définit pas qui je suis. Donc il y a une désidentification autour de la victime. Donc voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, je conjecture un petit peu, mais la différence entre un psy et un coach, je dirais que c'est vraiment cet aspect provocateur et un peu plus pédagogue qui va être là pour... on va mettre des actions entre chaque session, il y a du travail à la maison quand on fait du coaching et c'est nécessaire. Donc il faut bien avoir ce rôle un peu professeur et puis un peu aussi qui met des coups de pied dans la fourmilière. C'est-à-dire quand une personne dit ah oui, mais ça me fait beaucoup souffrir et qu'elle tourne en boucle, le coach, il n'est plus là pour laisser la personne tourner en boucle, elle est là pour vraiment dire, bon, là, vous tournez en boucle, vous le voyez, est-ce que vous le voyez? Donc, si vous le voyez, qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre, etc. Donc, il y a vraiment ce côté, on bouscule un petit peu la personne, un petit peu plus fort qu'un psychologue. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Exactement. Ça, c'est très, très vrai. Très, très juste et très, très bonne remarque. Donc, est-ce que vous avez des questions sur la notion de partswork? Est-ce que c'est quelque chose que vous auriez envie d'expérimenter? On a encore un petit peu de temps. S'il y a quelqu'un qui a envie de jouer le jeu et de venir sur scène, on peut faire un minuscule partswork sur une petite partie. Il y a Sid qui a été très très courageux. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a envie d'être très très courageux?
Oula. Alors déjà, je pense que c'est difficile de se différencier en fait avec les autres coachs. D'abord parce qu'on est censé utiliser des outils qui sont communs et aussi parce qu'on a une déontologie commune. Je dirais que la différence que je fais, c'est que moi, je prends des sessions très longues. La plupart des coachs font des sessions d'1 heure, 1 heure et demie. Moi, j'aime bien prendre 2 heures. J'aime bien qu'on puisse rentrer dans un mode de discussion. Vous l'avez vu, je suis assez bavarde. Et puis, j'ai un côté où je travaille avec des gens qui ont aussi des pathologies. C'est-à-dire qu'il m'arrive de travailler avec des gens qui sont suivis par un psychologue ou un psychiatre à côté et qui ont des pathologies comme de la bipolarité, comme de l'autisme, comme dernièrement, j'ai même des gens qui sont psychopathes, puisque je travaille avec des gens aussi qui sortent de prison ou qui sont sur des fins de peine de prison et qui sont accompagnés. Et du coup, comme je travaille avec ces gens-là, ils ont des pathologies particulières et je mets une neutralité absolue par rapport à ces gens-là. C'est-à-dire, je suis persuadée que tout le monde a les ressources que tout le monde peut avoir toutes les ressources qu'il faut pour réaliser ce qu'ils ont réalisé dans leur vie, qu'ils ont tous la capacité en fait à se développer en fait, quelle que soit leur pathologie, et qu'il existe des tas de clés dans le coaching qui permettent de le faire et qui permettent de vivre une vie pas normale, mais une vie heureuse. Je dirais une vie au moins relativement heureuse, malgré ces pathologies, avec quelques outils de coaching. Donc moi, ma spécialité, c'est venez avec votre plus gros des problèmes. Si personne n'est arrivé à résoudre votre situation, venez me voir, ça m'éclate beaucoup. J'aime beaucoup le côté jeu de piste aussi derrière. Je suis une geek aussi. Et du coup, ce qui me différencie, ça va être principalement ça. Et je joue aussi beaucoup, 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 pour ma part, plus le provocateur que le facilitateur. Il y a beaucoup de coachs qui se positionnent dans un rapport en fait de plus vers le facilitateur que le provocateur. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Partwork ou travail des parties. En fait, si vous cherchez des choses sur Jung, sur le sujet, ça vous intéresse, il faut que vous fassiez des recherches sur le travail archétypal. Parce que il a fait tout un travail justement sur le sujet dont parlait, je ne sais plus qui avait proposé ça et a parlé de ce côté un peu obscur, mais il a écrit beaucoup de choses en fait qui sont assez intéressantes et qui montrent à quel point aussi la spiritualité peut être utile, puisque c'est un travail archétypal aussi sur la définition du genre, la définition du partenaire idéal, mais aussi de son soi idéal, c'est-à-dire cette espèce de soi divin qu'on a en soi et comment aller le chercher et comment s'en rapprocher le plus possible, comment on peut aller à sa rencontre aussi, comment parler à son guide dans la vie. Donc si ça vous intéresse, allez voir les travaux de Jung sur les théories archétypales et ces choses-là. Voilà. Et vous pouvez aussi lire le livre dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a une conférence aussi sur le sujet. Si vous êtes vraiment des gros flemmards de la lecture, il y a des conférences que Boris Cyrulnik fait, sont très intéressantes, qui sont justement sur le sujet déjà du trauma. Il parle du trauma au sens large. Et tiens, je pourrais peut-être vous parler de ça pour la fin, ça pourrait peut-être vous intéresser, parce que sinon, comme je vous dis, je peux vous faire un cours magistral, ça peut être très long. Donc, il a fait des conférences Boris Cyrulnik sur justement le besoin qu'on a d'avoir une certaine divinité ou une certaine vie spirituelle dans sa vie. Voilà. Alors, je rassemble un petit peu mes idées. Parce que j'avais noté plein de choses. Je vous avais noté le protocole, comment on le fait. Oui, alors, une petite chose qui peut être intéressante, c'est pourquoi est-ce qu'on a des parties en soi qui sont splittées aussi? Des fois, on met dans les ombres des choses auxquelles on s'oppose, c'est-à-dire que on va prendre l'exemple typique et classique en ce moment qui est très important, c'est le racisme. On entend beaucoup ces derniers temps. Et on se désidentifie beaucoup des gens qui sont racistes, alors qu'avec le partwork, on pourrait gagner la possibilité de se mettre à la place de ces gens-là et d'essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui les anime. Et du coup, peut-être qu'on pourrait mieux communiquer avec eux. Cette peur de l'étranger, ce côté où culturellement ils ont peut-être reçu une éducation, on leur disait que les étrangers leur volaient leur travail ou leur volaient leurs opportunités de vie. Donc là, on se rend compte que c'est un rapport à la sécurité, c'est un rapport à la survie qui est touché en fait, et que du coup le racisme s'est peut-être enclenché basé sur une peur, et que si on travaille sur cette peur, on pourrait résoudre beaucoup de choses. Donc il y a quelque chose d'extrêmement utopiste dans le partwork aussi, que j'aime beaucoup, qui permet de se mettre à la place de par exemple de son pire ennemi.
Et un truc que vous pouvez faire en partoir qui est rigolo, enfin qui est rigolo, vous pouvez choisir de canaliser quelqu'un que vous aimez ou que vous aimez pas du tout. Comme ça, par exemple, j'avais un de mes patients qui était bloqué dans l'écriture et qui avait terriblement, enfin était totalement amoureux de Lewis Carroll. Et du coup, pendant une session, eh bien, nous avons canalisé la partie de lui qui était Lewis Carroll. Et, et du coup, en faisant cette canalisation, ce travail des parties, cette partie-là, il a pu découvrir en fait que Lewis Carroll, c'était quelqu'un de très amer d'après lui. Donc dans son ressenti à lui, c'était quelqu'un de très amer. Et que Alice, en fait, bah, c'était un jeu de mots. Donc il faut savoir qu'il y a l'interprétation des filtres personnels, mais c'est un espèce de jeu de mots qui était en anglais, c'était a lice, qui était un pou. Un pou. Et en fait, c'était comme ça qu'il se sentait au travers de la vie, comme s'il était un pou. Et donc, le travail archétypal, il permet, enfin, le travail des partoirs qui permet des fois de tomber sur ce genre de révélation interne qu'on a d'une chose qu'on connaît pas. Par exemple, il y a des tas de gens qui vont dire ah, j'aime pas Trump. Des fois, j'ai envie de vous dire mais essayez de faire cet exercice de vous mettre à sa place, d'imaginer en fait dans quel univers il vit. Moi, j'ai fait cet exercice et j'ai trouvé ça intéressant parce que moi, ce que j'ai ressenti en faisant le travail des parties, la partie de moi qui était Trump, c'est que je me suis rendu compte qu'il était dans un monde très inauthentique. C'est-à-dire que personne n'était authentique avec lui, à part quelques rares personnes, et que quelque part, il avait aussi cette croyance en lui qui était je peux le faire. Je peux le faire. Il y a une véritable foi en lui qui était cette sensation de je peux le faire. Il n'y a qu'avec ce genre de travail de par soi que je pense qu'on peut arriver jusqu'à ce genre de découverte et que ça peut être quelque chose de très intelligent et de très intéressant. Voilà. Je crois que... Oui. Complètement, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, quand on a envie de choisir un avatar, même là maintenant, dans cet univers virbé-là, j'ai croisé plein de gens. J'ai quelqu'un qui me parle à un moment et puis qui me dit bonjour avec une voix très grave et je me retourne et je vois une blonde avec des talons aiguilles et j'ai trouvé ça génial. Donc c'est un monsieur qui se personnifiait dans une blonde avec des talons aiguilles. Et donc oui, il y a un aspect qui est vachement important, c'est que dans n'importe quel jeu, à partir du moment où on accepte de jouer un rôle quelque part, on accepte de se glisser en fait dans ce rôle complètement, avec son ressenti, ses besoins. Est-ce que c'est un personnage qui a décidé qu'il allait mettre la panique auprès des autres? Est-ce que c'est un personnage qui est méchant? Est-ce que c'est quelqu'un? Et en faisant ça, en fait, petit à petit, ça permet de comprendre la psychologie dans laquelle on est dans chacun des rôles qu'on endosse. Donc oui, il y a complètement un lien. D'ailleurs, je pense que pour beaucoup de gens, l'OGN, c'est thérapeutique. Il y a beaucoup de gens qui parlent aussi de ce qu'on appelle le bleed dans le jeu de rôle, c'est-à-dire le fait que quand on a vécu quelque chose en jeu de rôle, surtout en grandeur nature, qui était tellement authentique, tellement profond, on s'est tellement plongé dans son personnage, que cette expérience va avoir une influence sur nous-mêmes. Et en fait, c'est totalement le but du Pathwork, c'est-à-dire de vivre une expérience qui va nous permettre d'avoir une influence sur nous-mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, merci. Super. Moi, ce que je vous propose, c'est que il nous reste 10 petites minutes. Donc, si vous avez des questions au sens large, parce que moi, je suis pas du tout dans le milieu geek informatique. Je pratique un petit peu la fantaisie, mais sans plus. Moi, je suis thérapeute et j'ai été invitée pour apporter quelque chose d'un petit peu nouveau. Donc, si vous avez des questions sur ce sujet un petit peu nouveau, je sais pas, n'importe quel sujet, moi, je vais rester dans les parages aussi après la conférence. Donc, si vous voulez, on peut se mettre autour d'une table et discuter. Si vous avez envie de me parler personnellement de ce sujet, que ça a touché quelque chose en vous, mais que vous vouliez surtout pas en parler en public. Et, et voilà. Et du coup, est-ce que vous avez d'autres questions sur le Pathwork? Diane, j'avais une petite question, moi, à te poser, qui était pourquoi tu avais sélectionné ma conférence, en fait, pour venir un petit peu parler dans ce festival geek? Parce que pour moi, le jeu de rôle ludique, ça a toujours été une thérapie et je me suis dit que ça pouvait être intéressant qu'un Will professionnel puisse parler de manière plus approfondie de en quoi le jeu de rôle peut aider personnellement dans son développement personnel. D'accord. Effectivement, le jeu de rôle, c'est ultra thérapeutique, c'est-à-dire que quand on est enfant, on joue souvent à ce petit jeu de play pretend. On joue à la marchande, on joue, etc. Et ce jeu, on se met à l'abandonner dans la vie. Et c'est une erreur parce que ça fait partie de notre développement psychologique. C'est vachement utile de faire ce genre de jeu. Si vous avez des enfants qui le font, montrez-leur bien que vous avez compris que c'était un jeu. Montrez bien qu'il y a un début ou qu'il y a une fin. Mais dans tous les cas, laissez jouer à ces jeux-là parce que c'est très formateur et c'est très important pour les enfants. Par exemple, on va parler peut-être aussi des enfants
on se rend pas forcément compte. Ah, c'est ce que je disais tout à l'heure, et du coup, j'ai pas forcément fini cette partie, donc c'est bien. Je suis désolée, hein, moi je suis très très bordélique dans ma façon d'expliquer les choses, hein, pas du tout conférencière de base, donc je me débrouille. Le partoir qui sert aussi des fois à découvrir qu'il y a des parties qu'on a mis de côté, mais en fait pas pour les bonnes raisons. Pour parler des enfants, quand tu as un enfant qui est à table et qu'on lui dit, qui est très agité, qu'on lui dit tiens-toi tranquille, d'une certaine manière, en fait, on va l'amener à se splitter. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on vit un trauma, il y a une partie de nous qui ne veut pas rester dans la situation qu'elle est en train de vivre, et donc elle s'en va. Et il y en a une qui est obligée de rester, et du coup qui reste. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut créer des parts à l'intérieur de soi-même. On peut créer des séparations. La partie qui est traumatisée, elle va rester dans une boucle dans votre cerveau, presque qui va être très peu connectée au reste du cerveau et qui va garder l'âge du trauma très souvent. Donc quand on fait du partwork, des fois on se retrouve avec une partie, elle peut avoir peut-être 6 ans, 5 ans. C'est un tout petit âge qui se présente parce que le trauma, il se trouve à ce moment-là. C'est à ce moment-là que la séparation, elle s'est produite. Et donc par exemple, quand on dit à un enfant, bah tiens-toi tranquille, il y a la partie de l'enfant qui se dit, en fait, on veut être aimé de nos parents. Et nos parents, ils nous disent en gros que si on se tient pas tranquille, ils nous aiment pas. Donc, en gros, si tu m'aimes pas, dans ces cas-là, je vais me tenir tranquille. Et du coup, la partie de nous qui est agitée, qui est quelqu'un de vraiment bien, elle va s'en aller, elle va s'éloigner un petit peu de nous. Et en s'éloignant, on va se mettre soi-même parfois à la conspirer, on va se dire « Oh mon Dieu, mais j'arrive jamais à tenir en place, je m'aime pas quand je suis comme ça ». C'est l'exemple de Sydney tout à l'heure qui disait la partie de moi qui est timide. Mais parce que justement, c'est une partie qu'on lui a appris à ne pas forcément aimer. C'est une séparation qui s'est un peu créée pour lui. Alors qu'en fait, c'est une partie qui peut être très utile. Un enfant qui est très agité, il peut être très agité de façon très... Enfin, c'est nécessaire dans la vie d'avoir des gens qui sont un peu dynamiques, sinon on est tous apathiques et on a tous de tension. Hein. Donc, la partie qui est agitée, elle peut avoir un exutoire. Donc, par exemple, une des choses que vous pouvez faire quand il y a un enfant qui est très agité, c'est lui dire « Ok, tu es très agité, je t'aime quand tu es très agité, mais du coup, on va le faire 5 minutes. Je te donne 5 minutes d'agitation, mais impeccable. Tu vas, tu cours, tu... Et après, quand tu es à table, s'il te plaît, tiens-toi tranquille, parce qu'on a besoin de calme. » C'est une façon de lui dire, ne t'en va pas complètement. C'est-à-dire qu'on te demande de mettre en pause des parties en toi et pas de les rejeter, pas de complètement dire qu'elles sont inacceptables, qu'on les aime pas. Voilà. Et donc, du coup, quand on fait aussi du partwork, on l'utilise dans ces choses-là. Par exemple, dans les jeux de rôle, on peut de temps en temps prendre justement le rôle de cet enfant turbulent. On peut choisir le rôle d'être l'enfant qui se rebelle vers tout un ensemble de situations parce qu'on a besoin de vivre cette expérience au moins une fois et de sentir qu'il y a des gens qui nous aiment quand on le fait. Parce que je ne vais pas vous le cacher, on fait tout pour amour, par amour. On fait tout pour être accepté. Hein. C'est très important la relation qu'on a à l'amour avec les gens. Voilà. Comme je vous l'ai dit, je peux parler pendant des heures si vous voulez insister sur un truc. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est. Je crois qu'il y a une question encore dans le chat, j'arrive pas à lire. Ah, c'était Vanessa qui dit ah, mais en fait, c'est un peu comme l'ostéo face au médecin tradit. Oui, pour la différence entre. Ouais, c'est un peu ça, ouais, exactement. C'est-à-dire que le coach, c'était ça, hein, je pense, de quoi tu parlais, ça, le coach et le thérapeute. Ah oui, le fait de chercher la raison, effectivement. Très intéressant. Tout à fait. Et c'était intéressant parce que du coup c'est assez, je trouvais solution focus. Voilà, c'est genre on va chercher pragmatiquement pourquoi et pas s'attarder sur autre chose. Je me demandais si c'était la même relation parce que j'ai raté malheureusement le début de ton intervention. Donc je me demandais si c'était un peu la même comparaison. Oui, c'est ça en fait. C'est intéressant ce que tu dis aussi, c'est que beaucoup de fois, en tant que coach, on entend beaucoup le sujet de oui, non, mais les coachs, ils font pas de la partie psychologique, etc. Ils vont pas traiter de trauma profond, etc. C'est faux. Il y a beaucoup de coachs qui parviennent à le faire. Moi, je fais partie de ces gens-là. Et on le fait parce qu'on est passionné et parce que justement les méthodes classiques, psychologiques classiques de la psychanalyse, etc. nous convenaient pas. Moi-même, j'étais cet enfant agité autour de la table qui a appris à canaliser son agitation justement dans quelque chose de dynamique comme le coaching. Mais du coup, le coach, il va avoir cette recherche de la source, en fait. Il va regarder dans tous les schémas relationnels de la personne, les styles d'attachement, la façon dont on rentre dans le triangle de Karpman, comme je l'ai dit, l'analyse transactionnelle, les positions de vie, comment on se positionne dans la relation qu'on a avec les gens. Par exemple, est-ce qu'on se positionne comme un adulte ou est-ce qu'on se positionne comme un enfant, comme un parent ? Est-ce que dans cette dynamique transactionnelle, est-ce qu'on est dans un amour conditionnel ou une relation conditionnelle ou inconditionnelle et quelles sont les conditions ? Les types d'attachement qu'on a derrière vont aussi donner beaucoup d'indications sur les types d'attachement, par exemple, qu'une personne va avoir à un projet.
sachant que quand on vient voir un coach, on vient avec un objectif, on vient avec, par exemple, je vais arrêter de fumer, eh bien, il va falloir creuser parfois très profondément pour savoir pourquoi cette personne fume. Parce que des fois, la raison, il suffit pas de quelques séances d'hypnose et hop, on t'a dégoûté de la cigarette et c'est fini. Non, parfois, il y a de vraies raisons profondes. Par exemple, une patiente qui fumait en fait depuis des années parce que les seuls moments où son père était sympa avec elle, c'était le moment où il fumait des cigarettes. Donc quelque part pour elle, c'était une façon de revivre cette situation. Et en faisant ce patchwork, en fait, on se permet aussi de prendre une douleur, on va l'exploiter, on va rentrer. Excusez-moi, on va rentrer complètement dans le rôle de la personne qui est en train de souffrir à cause de cette cigarette, et puis en même temps qui se fait plaisir avec cette cigarette, et tout d'un coup on va voir la partie qui se fait plaisir avec la cigarette, la partie qui se fait souffrir, et on va pouvoir entendre les besoins de celle qui se fait plaisir, et celle qui se fait plaisir en fait avait ce souvenir. Donc il y a tout un chemin qu'on peut faire en fait en décomposant avec du patchwork. Excusez-moi, j'ai des chats dans la gorge, mais l'Alsace étant l'Alsace, donc là il y a beaucoup de pollen par ici. Ouais, très bien. Est-ce que vous avez encore des questions? Si vous en avez, ce que je veux vous proposer, c'est de profiter, parce qu'en plus, il est 20h30, vous devez tous avoir terriblement faim. Merci beaucoup d'avoir participé et merci beaucoup d'avoir été présent à cette conférence. Je vais me mettre, moi, dans les petites salles sur le côté, si vous voulez discuter avec moi en particulier. Voilà, vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup.